le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors combien de gens sont devenus médecins dans l'espoir de guérir un parent qui était très malade lorsqu'ils étaient enfants? Parce que l'enfant croit en son pouvoir magique et il espère toujours soigner la souffrance de l'un de ses parents, qu'elle soit physique ou psychique. Malheureusement, ça marche pas comme ça et une fois adulte, il est important de faire la paix avec notre blessure d'enfant. Samuel Doc est psychanalyste, ce n'est peut-être pas par hasard. Il est également l'auteur d'un livre dans lequel il nous confie sa relation particulièrement douloureuse à sa mère. Une mère vraiment en souffrance que, évidemment, il n'a pas pu guérir vraiment. Eh bien, je vous propose que nous évoquions aujourd'hui notre relation d'enfant avec nos parents et que nous voyions comment cela a pu conditionner nos choix d'adultes. Alors, à la fois professionnels, beaucoup de métiers sont choisis à cause justement d'une blessure d'enfance, mais également évidemment nos choix amoureux. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de nous parler de votre enfance et de ce qui vous a particulièrement marqué, ce qui vous a fait rester un peu fixé sur justement ces souffrances-là. Notre numéro c'est le 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Oui, alors c'est vrai que ce livre, L'enfant thérapeute, qui vient de sortir aux éditions Plomb, dont vous êtes l'auteur, vous avez écrit beaucoup de livres qui parlent de votre métier de psychanalyste. Quand on lit ce livre et qu'on découvre l'horreur de l'enfance de votre mère, soyons clairs, on se dit oui que peut-être enfant vous aviez envie qu'elle aille mieux, qu'elle guérisse. Oui, je pense que c'est une malédiction d'être l'enfant thérapeute de son parent. En tout cas, ça a été la mienne. Longtemps, je me suis acharné, je me suis escrimé à essayer de penser ces blessures, des blessures que je ne connaissais pas, qui étaient les actes de barbarie que mes grands-parents lui ont infligés jusqu'à l'âge de ses 5 ans. Alors j'essayais invariablement d'être la bonne épaule, la bonne écoute, et je m'y suis énormément abîmé, puisque être enfant thérapeute, ça signifie essayer de guérir son parent, mais on ne peut pas. Aucun enfant ne peut guérir son parent, et l'enfant thérapeute le paye, parce que le parent attend cette réparation-là. Et moi, je l'ai beaucoup payé. La première partie du livre qui a beaucoup secoué les lecteurs raconte comment ma mère a pu énormément s'en prendre à moi par des mensonges, du chantage, de la violence physique, psychologique après le départ de mon père lorsque j'étais adolescent. Et la deuxième est une plongée dans sa psyché, puisque j'ai inventé le journal qu'elle aurait pu écrire lorsqu'elle était enfant et donc dans un état terrible, affamée, dans une maison qui n'avait même pas l'eau courante, victime de sévices absolument indescriptibles. Et c'est comme ça que j'ai pu cheminer vers son histoire. Alors c'est vrai que ce livre est très surprenant parce que je me mets complètement à nu, c'est un risque énorme. C'est un livre difficile, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est vrai, oui. Moi je sais qu'il y a notamment le passage avec le chien qui la sauve et qui en même temps ensuite est tué, osons le dire. Bon, on va pas tout révéler de l'histoire du chien, mais c'est terrible parce qu'on sait à quel point, parce que votre mère était enfant, et on sait à quel point un animal peut sauver un enfant qui va pas bien. Quand en plus cet animal, elle le voit tuer, c'est absolument terrible. Je vois là l'expression de votre grand cœur, Brigitte, puisque vous êtes la première à me parler de ce passage. Moi, pour vraiment vous faire une énorme confidence, j'ai tellement pleuré en écrivant cette partie et particulièrement ce chapitre que j'ai cassé j'ai noyé un clavier d'ordinateur. Il s'avère que ma mère aurait pu être sauvée par beaucoup de gens quand elle était petite, par des instituteurs, par un médecin qui est passé alors que mes grands-parents avaient attendu 3 jours pour signaler qu'elle avait de la fièvre, qu'elle était très gravement malade, par tout un tas de personnes, et c'est le chien. Le chien a eu plus d'humanité que toutes les personnes autour d'elle, puisque c'est lui qui, en aboyant, a prévenu les gendarmes qu'il se passait quelque chose d'extrêmement grave dans cette maison de l'enfer que je décris. Donc oui, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette partie, et spécifiquement ce chapitre déchirant, parce que le chien, qui vit bien sûr attaché à une corde, sa vie c'était 1 mètre de corde et un collier, vous savez, ces colliers qui blessent les animaux pour les rendre agressifs, donc c'est absolument terrible, et pourtant c'était le seul protecteur de ma mère. Et c'est vrai que aussi, alors le livre s'ouvre sur un avertissement au lecteur, parce qu'effectivement
effectivement ça secoue. Moi, j'avais dit à mon éditeur que je salue, Grégory Berthier, que j'avais le sentiment que personne n'aurait envie de se plonger dans cet abîme. Il s'avère que pour l'instant, c'est le livre que j'ai écrit qui rencontre le plus de succès. Je comprends pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'universel dont on va parler, vous et moi, sur cette question de l'amour et cette question du soin à l'autre. Mais il s'avère que je reçois énormément de mails de personnes qui se sont reconnues. Mais vous savez, Samuel Dock, ça fait quand même de nombreuses années que je fais cette émission et que j'écoute. On n'imagine pas à quel point les gens souffrent durant leur enfance. Alors pas tous comme votre mère, bien sûr, mais en tant qu'enfant, on n'a aucun outil qui nous permet de décoder notre souffrance. Et donc notre souffrance, elle est à vif. Et même des enfances à peu près normales, elles font souffrir. Et je crois que le jour où on comprendra qu'il faut éduquer les parents à comprendre les émotions de leurs enfants et leurs souffrances, on améliorera la société, mais à un point qu'on peut même pas imaginer, parce que ces souffrances-là, on les traîne toute notre vie. Alors vous avez fait une psychanalyse, vous avez travaillé dessus, vous vous en sortez pas trop mal. Mais imaginez votre sœur, qui elle est complètement folle, hein, vous en parlez dans le livre. C'est un être perdu pour la société. Exactement. Et des êtres perdus pour la société, on en a beaucoup, parce qu'on en a qui sont en effet qui tombent dans le délire et la folie. On en a qui sont malades à vie parce que ils sont obèses, avec des problèmes, des maladies auto-immunes, enfin, etc., etc. Donc, un enfant a besoin d'être compris dans sa souffrance, et quand il n'est pas compris dans sa souffrance et qu'en plus il a un parent qui souffre, ça multiplie, j'imagine, la douleur. Exactement. Et ce que je pense, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu tellement de retours sur cet ouvrage, c'est que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'ils étaient les enfants thérapeutes de leurs parents et ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'empêcher de revenir vers leurs parents, d'essayer de les aider à tout prix, au risque même qu'ils soient blessés, puisque c'est encore une fois le prix à payer pour être l'enfant thérapeute. Et ce livre, et c'est ça ça je suis très heureux que ça ait pu être possible, ce livre permet de se rendre compte et de faire le deuil. Moi, je n'ai jamais pu aider ma mère. Jamais je n'aurais pu la sortir de tourments et d'un calvaire. Et aucun enfant ne peut aider son parent, et surtout de tourments aussi grands. Mais on peut s'en rendre compte quand le parent accepte de parler de ses blessures. Et moi, ma mère ne m'a parlé de l'enfer dans lequel elle était plongée que lorsque j'avais 33 ans. Et d'ailleurs, ce livre, il faut bien le dire, hein, je l'ai écrit parce que je voulais écrire quelque chose de beau, l'histoire d'une lumière, d'une réconciliation au bout du compte. Je pensais que ce serait facile de le rédiger, et ça m'a énormément heurté. Pour habiter cette chair du mot, cette chair littéraire, ça m'a énormément heurté. Ça a été un travail de 2 ans et beaucoup d'années de thérapie derrière. Alors, ça me fait rire parce que beaucoup de gens m'écrivent en me disant, là, je l'ai lu en un après-midi, je voulais savoir comment vous et votre mère avez survécu. Alors, c'est drôle parce qu'on se dit, nous, on met 2 ans à l'écrire et ils mettent un après-midi à le lire, tellement c'est prenant et il y a du suspense. Mais oui, on survit à la fin, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on y laisse? Qu'est-ce qu'on y laisse de nous dans cet abîme? Alors, vous êtes d'accord avec ce que je disais en introduction? On va choisir une profession, notamment beaucoup de médecins vont devenir médecins parce qu'ils avaient un parent malade, et puis évidemment nos choix amoureux vont aussi être influencés par ce parent malade, en quelque sorte. Exactement, et je dois vous dire avec beaucoup d'émotion, Brigitte, et je pense que je l'aurais pas dit à quelqu'un d'autre qu'à vous, que je ne sais pas, je ne sais pas si cela cessera un jour, ce fantasme de réparation, mais au cœur de toute profession, il y a quand même ce souhait de pouvoir aider un autre. J'aide les autres parce que je n'ai pas pu aider ma sœur, parce que je n'ai pas pu aider ma mère. Alors j'aide les autres, c'est ce que je fais. J'essaie de tenir comme ça. Alors, pourquoi pas? Le tout, c'est d'être conscient et de ne pas se croire tout puissant à aider les autres pour réparer cette impuissance qu'on a eue en tant qu'enfant. Exactement, et je pense que vous m'avez déjà invité dans votre émission et j'ai dit, je crois à plusieurs reprises par exemple, qu'il faut se méfier par-dessus tout des praticiens qui pensent pouvoir aider tous les publics, pratiquer toutes les formes de thérapie. Moi, s'il y a une chose que je dis à mes patients, c'est que je doute. Je suis totalement faillible et ce sont eux qui ont le savoir et qui ont la vérité de leur souffrance. Comme je dis, j'aime bien dire, on allume la lumière dans leur bordel, c'est à eux de le ranger. C'est magnifique, j'aime beaucoup cette formule. Oui, elle est très basique et très compréhensible efficace pour tous. Alors, il y a aussi ce choix amoureux qu'on va faire. Hein. Combien de personnes vont choisir un parent qu'elles vont espérer sauver, et quand je dis elles, c'est parce que j'ai parlé des personnes. Hein. Ce n'est pas que les femmes qui sont sauveurs. Il y a aussi des hommes. Par exemple, il y a ça aussi. Hein. Dans le choix amoureux, on se fait piéger par notre enfant thérapeute. Hein. Exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon compagnon a toujours arrêté. Il me dit arrête
arrête de faire ton assistante sociale. Dans ces cas-là, il me stoppe tout net et il est extrêmement contenant et arrêtant. Et je pense que c'est pour ça que la relation dure depuis 14 ans, c'est qu'il a su aussi refuser que je m'assigne de moi-même à cette place-là. Parce qu'il faut pouvoir se rendre compte qu'on accepte quelque part inconsciemment de se placer dans cette position de sauveur. C'est comme une sorte de contrat, de pacte avec le diable qu'on décide de signer. Mais là, j'espère que pour moi, c'est terminé aujourd'hui. J'espère de tout cœur avoir déchiré le contrat. L'enfant thérapeute, c'est le fil rouge de cette émission aujourd'hui. Eh bien, venez témoigner de votre enfance, de comment vous avez, elle a influencé votre vie d'aujourd'hui et puis comment vous avez essayé, vous aussi, d'aider un parent. On se retrouve dans un instant avec Jeanne, justement, qui va témoigner. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous à l'occasion de la sortie de ce livre, L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, où vous racontez justement comment vous avez essayé d'aider votre maman qui était en souffrance. C'est un peu notre sujet du jour. C'est à vous maintenant de témoigner et c'est Jeanne qui va commencer. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Jeanne. Je suis bouleversée parce que j'ai entendu en introduction. J'avoue que ça m'a fait venir beaucoup d'émotions. Mais tant mieux, parce que c'est bien d'être conscient des émotions qui nous traversent, vous savez, Jeanne. Même si elles sont parfois difficiles. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai dû être la mère de ma mère, comme je disais toujours. Parce qu'elle se plaignait beaucoup de sa vie, beaucoup de son enfance. Elle se plaignait de tout le monde. J'ai pas été une enfant déjà voulue. Je suis arrivée totalement par accident et entre la première, donc surtout pas acceptée. Et quand alors elle vous a dit quand vous étiez petite fille qu'elle voulait pas de vous? Oui. Ah bah oui. Elle se disait être honnête. Non mais vous voyez ça déjà c'est une information toxique dont on n'a pas idée. Absolument. Oui. Ouais. Et c'était loin d'être le seul problème qu'elle me faisait vivre, parce qu'étant l'aînée, j'avais la mauvaise place. J'étais celle qui devait tout payer pour tout le monde, puisqu'elle en voulait à son frère aîné, elle en voulait... Voilà, elle calquait toutes ses rancœurs prétendues, parce que quand j'entends, et je le sais trop bien parce que je suis dans l'enseignement, aussi pour réparer d'autres. Bon, là, ça a été peine perdue également, mais enfin bon. Et je me rends compte que d'autres vivent des choses, ont une véritable enfance douloureuse. Ma mère, bien sûr qu'elle a pas eu de grand bonheur, dans le sens où elle est née pendant la guerre, pour que mon grand-père ne soit pas réquisitionné. Ils en avaient que 2 enfants, donc ils ont fait la 3e, ce qui était ma mère. Bien sûr que tout ça pouvait s'entendre, mais elle a eu de l'amour quand même de par mes grands-parents. Et pour autant, elle était pleine de haine. Et cette haine, pleine de colère, Et toute ma vie, eh bien, j'ai passé mon temps, alors jusqu'à il y a 4-5 ans, j'ai passé mon temps à l'aider, à valider tout ce qu'elle faisait, prendre sa défense dans tout et n'importe quoi, pour même en me mettant en difficulté moi-même. Je disais que j'étais devenue experte aussi en huile dans les rouages, pour qu'elle, ça aille bien. Ah oui. Alors ça trouve un écho immense en moi, ce que vous dites, Jeanne. Immense écho. Moi, ce que vous décrivez là dans mon livre, je l'appelle l'état fantôme. J'avais l'impression d'être un fantôme habitant la psyché morte de ma mère. Elle était elle aussi énormément en colère, énormément, jusqu'à ce qu'elle puisse nommer les choses. Et l'amour, elle l'a trouvé du côté des religieuses qu'elles l'ont recueilli. Vous voyez, comme vous, avec les grands-parents, la figure des grands-parents. Et comment aujourd'hui ça se passe avec votre maman? Qu'est-ce qu'il reste de tout cela? Alors, j'ai attendu toute ma vie qu'elle me porte de l'amour, donc comme je n'en ai jamais eu. Pareil que moi. Mais elle ne voulait pas. Elle, sa façon à elle, c'était de multiplier les relations avec des hommes. Bon, sans jamais s'occuper du fait qu'elle ait des enfants. Et ce qui m'a fait stopper ma relation avec elle, c'était il y a 5 ans, quand mon beau-père est mort, donc son mari. Et là, je me suis dit, elle n'arrêtera jamais. Elle détruit tout ce qu'elle a autour d'elle. Et j'ai été écœurée par son comportement les semaines qui ont précédé son décès et l'instant même de son décès. Enfin, tout m'a révoltée. J'ai comme eu envie de vomir profondément à ce moment-là, alors que je savais tout ce que j'avais vécu pendant plus de 50 ans. Mais là, à cet instant-là, j'ai dit stop. Je pouvais plus et je savais que
je n'ai plus voulu endosser la fonction. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez compris que de toute façon, ce que vous recherchiez, vous ne l'auriez jamais? Oui. J'étais en thérapie moi-même. Je me suis fait aider un petit peu aussi pour le problème du décès de mon beau-père. Et oui, ça m'a été clairement dit que effectivement, je n'obtiendrai jamais. Et ça reste un trou béant. Et on est mal construit. Inconsolable. Oui. C'est inconsolable. Oui. Et j'ai eu beau faire différemment avec mes enfants. Pour moi, ça ne change pas grand-chose dans ma propre vie personnelle. Oui, ce qui veut dire que ce qui vous a manqué, vous avez toujours pas réussi à compenser, à réparer, en faire le deuil, visiblement. Le psychanalyste Maurice Berger a une phrase que j'adore, il dit « On ne se débarrasse pas de ce qu'on n'a jamais possédé ». Mais beaucoup de choses, voilà, je disais en introduction qu'il y a quelque chose d'universel. Moi, je me retrouve énormément dans votre témoignage. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me réconcilier avec ma mère, après m'être réconcilié, après qu'elle puisse rencontrer son histoire. Mais là où vous avez totalement raison, c'est qu'à un moment donné, il faut s'aimer soi-même, il faut partir. Et vous avez eu raison. Vous avez eu raison de vous exiler. Moi, je crois beaucoup à ce terme. On ne peut pas vivre la vie des autres à leur place et on ne peut pas les sauver d'eux-mêmes. Par contre, on peut se sauver soi. Et vous savez, il n'est pas trop tard pour vous sauver vous-même. Il n'est jamais trop tard. Ça, j'en suis convaincu. Et je dirais même que j'en suis la preuve vivante. Ouais, c'est bien, ça me fait du bien ce que vous dites. Après, c'est pas toujours facile à vivre, même si j'ai pris ma décision et que vous me confortez dans cette décision, mais malgré tout, ce qui n'a pas été fait n'a pas été bien fait. Oui, mais Jeanne, il y a quelque chose aussi peut-être qui peut vous aider à comprendre. Votre mère, on ne sait pas pourquoi, peut-être que vous avez des idées, mais elle avait un mal-être et une haine de soi terrible. Et quand elle vous met au monde, elle a projeté tout ça sur vous. Et vous êtes le mauvais objet, comme disent les psys, mais c'est pas vous qui êtes un mauvais objet, c'est ce qu'elle a mis et ce que vous avez vous en tant qu'enfant forcément intégré parce que quand on est enfant, on n'a pas une capacité à être à faire la part des choses entre ce qu'on ressent et la réalité. Donc c'est ce que vous ressentiez. À juste titre, puisqu'elle vous a certainement, elle a certainement mis beaucoup de haine sur vous. Mais c'est pas la réalité. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne détestable. Et cette personne détestable, quelque part, elle est encore présente en vous parce que justement, vous n'avez pas fait la part des choses entre votre part d'enfant qui n'avait pas le choix et qui a interprété ça et intégré ça, et puis l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui peut faire la part des choses. Oui, c'est vrai que vous dites c'est pas facile. Non, j'en suis pas encore. Ouais. Non, c'est pas facile, ça c'est sûr, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. Oui, je comprends. Ce qui peut être parfois intéressant, en tout cas moi j'y ai trouvé un certain soutien, c'est un petit conseil que je vous donne sous l'égide de Brigitte, c'est de faire des recherches en généalogie. Moi, en observant l'histoire de ma famille, les mouvements d'errance, de mariage, etc., géographiques, ça m'a permis d'un peu mieux comprendre la filiation dans laquelle s'inscrivait ma mère et de briser cette filiation. Donc c'est un conseil que je me permets de vous donner, il vaut ce qu'il vaut, mais moi j'y ai trouvé un appui et une compréhension. Oui, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Merci oui, parce que plus vous comprendrez les raisons qui font que votre mère avait ce mal-être, plus vous pourrez à la fois la comprendre un peu mieux et peut-être, comment dirais-je, en faire quelque chose pour votre propre histoire. Il n'est pas question de savoir s'il faut la lui pardonner ou pas, ça c'est un autre débat qui ne je dirais que c'est des mots qui n'ont pas beaucoup de sens. Et puis très sincèrement, je n'ai aucune envie de revenir vers elle. Sincèrement, Mais vous n'avez rien ça ne sert à rien. Non, vous n'avez rien. Au contraire même, ça va encore vous détruire, puisque et puis vous avez assez à faire pour vous. C'est ça. Toute l'énergie que vous avez, donnez-la à vous-même pour l'instant. Oui, et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses encore j'ai un certain nombre de choses encore à faire pour que les choses puissent bouger en moi. Et vous êtes bien parti, je l'entends, vous êtes bien parti et la priorité c'est vous, je rejoins totalement Brigitte. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous Jeanne, merci de votre témoignage. On va faire une petite pause et puis nous allons retrouver Julia Palombe pour notre Sexy News.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Doc, nous retrouvons Julia Palombe. Je rappelle que le 14 février approche et qu'il y a une soirée spéciale avec Julia Palombe au théâtre Montmartre Galabru. Donc, ce mardi 14 février, évidemment. Mais oui, je vous attends. Particulièrement chaud. Ce sera chaud, ce sera peut-être mouillé, qui sait. En tout cas, là, je glisse. Puisque dans le cabinet des psys, on ne dit plus « J'ai un problème, je crois bien que je t'aime ». Mais on chante « J'ai un problème, je crois bien que je suis femme fontaine ». Mais comment ça, un problème? Mais c'est pas un problème, non? Enfin, éjaculer, c'est cool. Silence gêné dans l'assemblée de femmes. Pas ici, hein, ça va. Non, certainement pas, Brigitte. On va pas vous la faire à vous. Silence gêné chez certains hommes. Pas du tout. Curieux, attentif. Silence désireux attentif. d'apprendre. Oui. Silence désireux, les meilleurs. Mais en fait, le problème, c'est peut-être aussi la manière d'en parler. C'est vrai, dit comme ça, femme, fontaine, ça fait Superwoman, Avatar, personnage de manga. Enfin, tout de suite, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Enfin, personnellement, ce n'est pas pour me déplaire. J'adore jouer des personnages. Mais enfin, il faut bien avouer que ça peut faire flipper certaines filles. Mais en même temps, ça peut aussi faire fantasmer certains hommes. Je me tourne vers eux qui peut-être ont jeté une oreille discrète et désireuse à ma chronique. La femme fontaine, c'est tout un mythe. Alors un mythe qui s'est forgé une réputation tenace grâce aux films porno, laissant penser que l'éjaculation féminine était forcément pornographique, un truc sale, bizarre, honteux, que seules les stars du porno des années 2000 pratiquaient. Oui, parce qu'avant, les éjaculations féminines, il y en avait beaucoup. Brigitte, je me permets de vous demander. Non, c'était pas du tout à l'ordre du jour dans les films porno On est d'accord, dans les années 70, c'était pas du tout le truc. Non. Mais c'est venu assez tard, hein. Je crois que ça a commencé dans les années 2000. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Oui. C'est venu avec les faux ongles, les faux seins, etc. Bref, à quelques jours de la Saint-Valentin. Ça existe depuis la nuit des temps, hein, les femmes fontaines. Ah ben oui, elles existent depuis longtemps. Mais par contre, cette petite jonction qu'on a fait, enfin cette corrélation qu'on a fait avec le porno, elle est surtout depuis les années 2000. Bon, alors comme on est à quelques jours de la Saint-Valentin, je me dévoue pour vous dévoiler la vérité sur cette humide histoire. L'éjaculation féminine est un phénomène naturel et théoriquement, toutes les femmes sont capables d'éjaculer. Sortez les serviettes ce soir, messieurs. En 2023, les femmes mouillent leur proie. Concrètement, que se passe-t-il durant l'éjaculation féminine? C'est la séquence « Le saviez-vous » Comme l'explique le docteur Magali Guerrier-Benoît dans Le Figaro, les hormones sécrétées durant l'acte indiquent au cerveau et aux reins de produire un liquide biologique dans la vessie. L'éjaculation se produit lorsque la femme relâche la vessie et expulse ce liquide. Vous l'avez ? C'est indolore et comparable à de l'eau. Et c'est assez beau à voir. Ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'éjacule, tu éjacules, nous éjaculons. On n'est pas bien là, détendu de la culotte, et on jouira quand on aura envie de jouir. Car au risque de me répéter, et même si je gagne une année ce dimanche, je ne suis pas encore une vieille bique qui radote, mais je rappelle quand même pour les petits loupards au fond de la classe, concernant les hommes comme les femmes, l'éjaculation n'est pas une fin en soi. Il y a maintes façons de se désirer sans se mouiller de trop, maintes façons de suspendre l'acte et de reprendre plus tard, chargé à bloc de la divine attente. Ah oui, c'est bon de laisser durer, de laisser monter la sauce. Et quand elle viendra, ton éjaculation, c'est que tu seras prêt et prête donc, mesdames. Et là, tout votre érotisme et votre sensualité pourront enfin se libérer à grandes éclaboussures. Fontaine sur le canapé, dans la cuisine, sous les portes cochères, dans la nuit chaude et salvatrice de ce mois de février romantique par-dessus tous. Ah, oubliez les restaurants, les fleurs, les bijoux. Vous voulez passer une bonne nuit pour la Saint-Valentin? Faites jouir vos femmes, avec ou sans éjaculation. Désirez-les, faites-les vibrer, caressez-les, respirez-les, arrosez-les aussi, bien sûr, si vous voulez. Enfin, si elles veulent bien. Laissez-vous saisir par l'inattendu, la maladresse des premières fois, l'expérience, le frisson de l'inconnu. Savourez votre partenaire comme un champagne d'excellence qu'on boit jusqu'à la lie. Et demain, qu'importe, après vous, le déluge. Bonne fête des amoureux à tous. Oui, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez mystérieux pour ceux qui n'ont pas connu. Et puis en fait, c'est pareil, il n'y a pas de quoi en faire toute
toute une histoire, hein. Non. Toute une fable, devrais-je dire, n'est-ce pas? Et c'est un peu toujours le cas. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Il me semble que c'est toujours le cas en matière de sexualité. On fait toujours d'un drame des petites choses. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez énormément d'humour et de pédagogie. et moi, j'en ai assez, en fait, des moqueries, des railleries, des stigmates sur la sexualité. Il faut la rendre accessible. Il faut pouvoir parler. Tout ne fait pas jouir tout le monde de la même manière. Chacun a sa singularité fantasmatique. Donc merci pour cette belle chronique. Moi tout à l'heure j'ai mis une photo sur Insta où j'ai un pantalon en cuir. On m'a traité de pervers. Bon bah écoutez, c'est comme ça, tant pis. Chacun son truc. J'en ai assez du conservatisme sexuel. Il n'y a pas de bon jouir ou de mauvais jouir. Donc merci beaucoup Paloma. C'est très rafraîchissant. Parfait, ça fait du bien. merci. Je crois que c'est la meilleure manière de défendre nos variations érotiques nécessaires. Et Freud le faisait déjà en 1905. C'est avec humour. Donc merci pour ça. Une variation érotique, c'est magnifique. Mais c'est ce que j'adore, on parlait de fantaisie, enfin c'est Brigitte qui rappelait le spectacle fantaisie que je joue en ce moment au Galabru, et vraiment c'est ce que j'adore le plus, c'est qu'on se retrouve tout à coup avec une salle qui est complètement sans dessus-dessous, on a oublié complètement de quel sexe, de quel genre, d'où on venait, et effectivement toutes ces variations érotiques, au moins en tout cas dans la parole là au spectacle, s'éveillent, peuvent se partager, et c'est vraiment des moments de liberté. C'est vrai que l'humour permet cette liberté, c'est l'audace. Exactement. Et s'il y a bien une chose que nous apprend Brigitte, c'est que les cases sont faites pour être détruites. Bon, en tout cas, on vous retrouve samedi déjà pour ce spectacle très chaud Fantasy à 21h30 au Théâtre Montmartre Galabru, et une soirée spéciale le 14 février. À quelle heure? À 21h30. 21h30 je vous attends également. Avec la bouteille de champagne. N'est-ce pas? Merci beaucoup Merci, Julia Palombe. Et évidemment, si vous avez une question à poser sur les femmes fontaines, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou sur Sud Radio, on le sait. Nous sommes avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Michel. Alors, on va vous poser cette première question pour faire plaisir à Julia Palombe. Est-ce que vous avez déjà été fontaine? Oui. Eh ben voilà, c'est d'une banalité. Franchement, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Hein. Voilà. On est d'accord, hein. Voilà, tout à fait. Mais je sais pas, j'ai pas on n'a jamais eu de pourcentage parce qu'il n'y a pas eu d'enquête de fait dessus, mais je suis sûre qu'il y a au moins la moitié des femmes qui ont eu à un moment ou un autre ce processus. Après, il y a des femmes qui émettent plus de liquide. J'aime pas trop le terme d'éjaculation, moi d'ailleurs. Oui, non, c'est sûr. Oui. Mais non, mais c'est vrai. Oui, oui, on l'a. Oui, je confirme. Bon, eh bien, on va passer à une deuxième question. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de votre première fois? Non. Non, non. Là aussi, non, c'est voilà. une réponse classique. Non, mais non, parce que, oui et non, en fait, voilà, ouais. Bon. C'était calculé, voilà. Oui. Je calcule, mais voilà, j'avais calculé ma première fois. C'est-à-dire, vous voulez avec qui je voulais. Vous vouliez Voilà. vous débarrasser de la chose, comme on dit, et puis donc vous avez calculé, puis voilà. bon, ça s'est fait, et puis voilà quoi. Voilà. Donc forcément, c'était pas forcément pas le top. Voilà. Mais alors vous aviez choisi quoi En fait, c'était un ami d'enfance. Mm-hmm. On avait un ami d'enfance, voilà, mais je savais très bien que ça allait pas aller plus loin que la première fois. D'accord. Et donc la deuxième fois, c'était pas avec lui? Ah, la deuxième fois, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui malheureusement, la vie a fait que il est parti après. Il est parti, il est décédé. Voilà, il a eu un accident. Ah oui, ça c'est moins drôle. Oui. Ouais, voilà. Mais bon, au fil des années, on va dire. Au fil du temps, je pense que des fois je me dis j'aurais peut-être pas fait ma vie avec lui parce que en fait c'était très bien. Ouais. D'accord. Et dernière question, Michel, quelle est la partie de votre corps que vous préférez? Moi, oui, vous. Alors ma partie de mon corps, parce qu'en fait j'ai pas grand, j'ai pas. Ah, encore une femme qui aime pas son corps. Non mais c'est pas possible ça. Ah. Si, alors je dirais ma partie que j'aime bien. Alors mais c'est oui, mes yeux, voilà. L'expression de mes yeux. C'est vachement important, les yeux. Voilà, c'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on voit en premier. Ah oui. Enfin, à mon avis, c'est peut-être une des choses qu'on regarde en premier chez quelqu'un, non, Samuel Doc, les yeux? Oui.
Mais moi, moi, je regarde beaucoup les yeux et je regarde beaucoup la bouche, l'expression de la bouche. Je me rends compte avec mes masque, patients. C'était dur. Hein. Ah, c'était une grande souffrance pour moi, oui. Ouais. Parce que je regarde beaucoup l'expression de la bouche, qui trahit moins que celle des yeux, je trouve. Ah oui. C'est-à-dire un petit truc de psy, là, je vous confirme. Un petit truc et alors, de psy. qu'est-ce qu'il faut Il faut avoir comment Je si sais on pas, sourit vraiment, ce serait difficile à intellectualiser. Si on fait une moue, mais oui, si on fait je suis une très grimace, sensible à ça, exactement. Bon. Donc, vous avez de beaux yeux, Michel. Vous pouvez poser une question à Samuel Doc, qui vous écoute, allez-y. Alors, bon, je vais vous poser une question, alors plus personnelle, plus ou moins, mais bon, je voulais savoir, quand on a subi des violences, on va dire, verbales, psychiques, on va dire, sur le physique, et qu'on a reçu étant jeune, et aussi des moqueries, parce qu'on avait tendance un petit peu, par exemple, quand on s'exprimait, ou quand on s'exprime, et qu'on se moquait parce que, voilà, je disais un mot à la place d'un autre, ou je voulais tellement dire des choses, mais je pouvais pas parler. Est-ce que longtemps ça perturbe après dans la vie de plus tard, et même je dirais qu'on a choisi finalement un métier qui quelque part forcément n'était pas destiné à la personne, voilà. Ah oui, moi ça trouve un très grand écho ce que vous dites, puisque je vais vous répondre de manière très très franche. Quand j'étais petit, j'étais gaucher, et comme ma mère à ce moment-là avait tout un tas de représentations farfelues en tête, elle m'a obligé à écrire de la main droite de manière assez brutale, je dois dire, avec une orthophoniste folle dingue, et je suis devenu écrivain. Donc vous imaginez bien, j'ai une écriture horrible. Brigitte pourra vous le confirmer, puisque je lui dédicace toujours mes livres, et c'est un problème. Quand on est écrivain, qu'on doit faire des salons, on s'est beaucoup moqué de ma main, de ma manière d'écrire. Et puis un jour, dans mon travail aussi analytique, j'ai décidé de n'en avoir plus rien à faire. Cocteau disait: ce que les autres n'aiment pas en toi, cultive-le. Alors maintenant, j'écris comme je veux, je leur dis un gros zut. Et Michel, si on s'est moqué de vous, si on vous a humilié, Judith Butler parle d'empowerment, reprendre le pouvoir. Reprenez le pouvoir, faites-en une force. Dites-vous que vous avez réussi à survivre à ces humiliations, à ces blessures, et que personne ne vous mettra à terre, en fait. Personne ne nous met à terre, Michel. C'est ça que j'ai envie de vous dire. D'accord. Vous êtes là, vous nous appelez, vous voyez, vous avez le courage de le dire et de m'interpeller sur ce sujet-là. C'est bien que vous avez une immense force intérieure. On a ça, en fait. Et je l'entends, vous l'avez aussi, je crois, cette force-là. Et je me trompe ? Oui, mais je me suis oui, parce que j'ai appris à me construire toute seule. Oui, il se trompe ou oui, je suis d'accord avec lui. Alors je suis d'accord, j'ai quand même une force, mais sauf qu'en fait ça m'a bloqué énormément. Ah bah oui. Et je dirais qu'à mon âge, maintenant, je suis en train de me débloquer. Moi aussi, vous savez, ça a été récent. Hein. Moi, je vais même vous faire une deuxième confidence. J'ai terminé ma psychanalyse la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière, après 15 ans. Donc vous voyez, ça a pris 15 ans. Ça a été long. Mais une fois qu'on a fait ce choix-là et qu'on a renoncé à cette conflictualité, qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'est-ce qu'on est libre. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Oui. Après de force, oui, j'ai quand même une force de caractère. Oui, c'est peut-être la force de caractère que j'ai eue qui a fait que je me suis construite. Mais après, je pense que voilà, j'ai un âge où je me remets en question et je me dis je suis passée à côté de quelque chose et que j'ai tout pour être heureuse. Faut leur laisser. Moi, mon père me disait tout le temps que j'étais moche. Écoutez, mon père me disait tout le temps que j'étais moche, que j'avais un visage horrible, etc. Et aujourd'hui, je me dis bah ouais, j'ai une tronche, c'est ma tronche, elle est comme ça, j'ai ce nez bizarre, etc. Et c'est ma tronche et j'en suis fier. Et lui aussi, je lui dis zut. Vous voyez ? Oui, et puis il faut surtout pas vous dire que vous avez perdu du temps. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut, on avance, et puis parfois on est un peu bloqué par des obstacles qui sont difficiles à surmonter. C'est pas grave, on prend le temps et on finit par continuer à avancer. Tout à fait. Merci Michel. Merci infiniment. Et alors bon, 14 février, hein. Oui. J'ai bien compris si je pouvais venir à ce spectacle, mais bon, j'habite trop loin. Voilà. Eh ben, un de ces jours, vous viendrez sur Paris et puis vous pourrez y aller. Voilà. Bon, en tant que femme fontaine, on se retrouve. Merci Michel. Merci, au revoir. On fait une petite pause et c'est Samantha qu'on retrouve dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Doc à l'occasion de ce livre L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, dans lequel Samuel Doc vous racontez à quel point en tant qu'enfant on a envie d'être le thérapeute de ses parents, et c'est une erreur, et c'est ce que nous abordons aujourd'hui avec maintenant Samantha. Bonjour Samantha. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Samantha.
Bonjour. J'avais donc une question à poser à Samuel sur la généalogie et la psychogénéalogie, car j'ai peur de faire partie d'une lignée de femmes à qui la vie amoureuse ne peut pas sourire. Et je voudrais sortir de ce schéma-là, en fait, et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors, dites-nous déjà pourquoi vous pensez ça. J'avance vers la cinquantaine et je vois que en fait sur le plan amoureux et familial, ma vie s'est égrenée de beaucoup d'échecs. Ma mère qui est une très très belle personne n'a pas eu beaucoup de chance non plus, et ma grand-mère maternelle qui était une très très belle personne aussi n'a pas eu de chance du tout. Donc, c'est-à-dire elles avaient toutes les deux un mari violent? Pas du tout. Ma grand-mère maternelle a été laissée enceinte de ma mère. Ma mère a connu des hommes, mais pas à sa hauteur en fait, des hommes pas très gentils, mais pas forcément très violents. Et moi, je vis des abandons assez fréquemment en fait. Des hommes qui vous quittent, hein? Oui, tout à fait. Oui, tout parce à que fait. vous parlez d'abandon, mais c'est des hommes qui vous quittent. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. D'accord. Déjà, on peut penser que dans la continuité de ces femmes, il n'y a pas une très bonne estime de soi. Oui. Pourtant, ma mère ne paraît... Enfin, c'est pas une personne qui se plaint. Je suis moi une personne peut-être qui me plaint beaucoup trop. Mais je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression d'une fatalité de la lignée en fait des femmes de ma famille. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Et votre propos résonne en moi puisque moi j'ai eu l'impression d'être issu et des deux côtés aussi, du côté paternel. Récemment, j'ai fait des découvertes absolument glaçantes, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. J'ai l'impression d'être issu d'une longue lignée de monstres. J'ai l'impression que tout le monde était monstre avant moi. Le mot monstre résonne énormément. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. C'est que mais pour autant, ce sont nos actes qui nous définissent et pas nos aïeux. Et là où vous êtes sur la bonne voie, c'est qu'à partir du moment où on identifie une difficulté, on ne la répète pas, on ne la reproduit pas. Pour autant, ça mérite peut-être effectivement ça d'être travaillé, d'être pensé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un travail psychanalytique ou psychothérapeutique, un travail de parole, parce que ça peut vous apporter du souffle, une créativité pour justement pouvoir vous émanciper. Et un petit conseil lecture, si je puis me permettre, Brigitte. Il y a aussi tous les deux livres sur les photos et les lieux de vie de Christine Ulivucci que je trouve génialissime, sur ce transgénérationnel, sur la manière dont nos aïeux parlent à travers nous. Je vous conseille de les lire, ils sont très très puissants. Moi, ils m'ont beaucoup aidé en tout cas, parce que parfois même les gens morts, nos arrière-grands-parents, parlent à travers nous. C'est presque ésotérique, surnaturel, mais tout ça, ça peut se travailler. Et je vous assure, Samantha, ce sont vos choix qui vous définissent et vous n'êtes piégé de rien. Vous n'êtes piégé dans rien. J'ai eu peur. De toute façon, vous pouvez très bien rencontrer, il y a des thérapeutes qui travaillent la généalogie, donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui travaille la généalogie. En même temps, il faut toujours faire attention de nos croyances. Il y a beaucoup de croyances dans ce que vous me dites, Samantha. Déjà de croire qu'on est victime d'une sorte de fatalité, qu'en tant que femme, on va forcément être abandonnée. J'entends bien que votre grand-mère, elle a été abandonnée par l'homme qui était donc le père de votre mère. Mais c'est pas obligatoirement pour ça que ça va se répéter. Exactement. C'est le risque de ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en croyant à cette prophétie, vous la réalisez et vous mettez inconsciemment les choses en œuvre pour qu'elle se réalise. C'est ça, tout à fait d'accord avec Brigitte. Il faut prendre garde à nos croyances. Oui, je pense que je m'enferme dans quelque chose car j'ai du mal à remonter la pente. Et c'est une grosse peur, une croyance en fait que j'ai de n'être que dans une répétition ultime de quelque chose de maudit, comme si on m'avait maudite ou maudit ma lignée. Alors, vous pouvez faire un acte initiatique un peu ritualisé, vous voyez, comme si vous brûlez un papier avec les noms de votre grand-mère, de votre mère, et vous faites une prière. Moi, je vais me libérer. Enfin, vous voyez, qu'importe. Vous inventez votre rituel. Vous pouvez faire ça. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose de contradictoire dans ce que vous m'avez dit, Samantha, que j'ai envie de souligner, parce que c'est quand même important que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ce que vous avez dit. Vous dites, ma grand-mère et ma mère étaient des belles personnes. Oui. Mais des belles personnes, elles sont pas abandonnées par les hommes, Samantha. Et si c'était des belles personnes, vous êtes donc une belle personne. Et si vous êtes une belle personne, il n'y a pas de raison qu'on vous abandonne. Et si on vous abandonne, c'est
parce que vous faites des choix d'hommes qui abandonnent de toute façon les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, moi je les vois comme des belles personnes et j'en suis intimement convaincue par leur parcours de femmes. Je n'en doute pas et je ne doute pas que vous soyez une belle personne. Moi, je n'ai pas forcément cette vision de moi-même, effectivement. Donc déjà, peut-être, oui, il y a une forme d'incohérence. Ben oui. Je ne me vois pas aussi belle que ma grand-mère maternelle et ma mère. Ça, c'est sûr, dans leur parcours de vie. Et vous me parlez beaucoup des femmes, mais vous avez aussi un père, Samantha? Oui, mon papa n'a pas eu de chance non plus. C'est-à-dire? N'a pas eu de chance. Un enfant illégitime qui a souffert du désamour de sa mère et qui a été toute sa vie à la recherche de l'amour de sa mère. L'amour de sa mère. Ça, je pense que ça va être à déconstruire. Je pense vraiment qu'une approche thérapeutique pourra vous aider à reprendre un peu toute cette mythologie que vous avez construite pour vous en émanciper, pour vous en libérer. Et vous savez, il n'y a pas de belles et de moches personnes dans le fond, enfin, sauf peut-être quelques exceptions. On est tous tout. Il y a de tout en nous, on est des humains, hein. Personne n'est infaillible, personne n'est pure générosité. Oui. On est des humains, il faut se réconcilier avec votre humanité. Oui, d'accord. Je vais y travailler. Et je vais aussi écouter le conseil de Brigitte. Ça me il est beaucoup. pertinent. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, dans vos... J'ai besoin d'une action, une vraie action que je peux faire en fait. Et c'est important pour moi de ritualiser quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut tordre le cou à cette croyance qui quelque part vous englue dans des choix amoureux qui vont. Il faut que vous savez, le problème d'une croyance, c'est que c'est très très fort. Et obligatoirement, comme c'est très très fort, on va agir pour prouver que notre croyance, c'est la réalité. Oui. Parce que c'est aussi sur les croyances qu'on s'appuie pour tenir debout. Oui. Et demain, vous n'avez plus cette croyance. Qui vous êtes, Samantha? Quelle femme vous êtes? Oui. Je vous pose la question. Hein. Oui, perdu parce et ben que voilà. Et ben voilà. Et donc, en restant accroché à cette croyance que de toute façon, il y a une malédiction sur les femmes de votre famille et que de toute façon, elles sont tout le temps abandonnées, vous tenez debout, mais vous serez tout le temps abandonné. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, à un moment donné, un peu se retrouver perdu, tomber, et puis ensuite être recueilli par un homme qui ne vous abandonnera pas? Oui, tout à fait. Je vais essayer de m'y atteler en tout cas. Voilà, c'est vraiment. Parcours, mais je crois, sincèrement, que dans votre cas, c'est important de rencontrer quelqu'un qui va un petit peu vous aider, vous guider. Vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans vos réflexions. D'accord. Je vais m'y atteler en tout cas. J'ai espoir. J'espère que vous avez espoir. J'ai espoir. Je vous remercie en tout cas. Nous, on a espoir. En tout cas. Merci beaucoup. Merci Brigitte, merci Samuel. Merci beaucoup. Merci Samantha. Oui, je crois que c'est ça aussi qui est terrible quand on est enfant et qu'on est dans une famille un peu discordante ou voire violente, etc. C'est que on a inscrit cette croyance que la vie est comme ça, que les humains sont comme ça. Exactement, c'est à ça aussi que j'étais en train de penser. Un enfant ne remet pas en cause en fait la toute-puissance parentale. Il croit en son parent et il croit que la manière qu'a son parent de se comporter est forcément juste et que c'est ça la véritable manière d'aimer. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir là-dessus et pour voir que justement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et c'est comme ça en fait qu'on devient adulte, c'est en sortant de cette toute-puissance, de cette croyance, de cet idéal. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est un trajet de vie, un trajet pour se sauver et un trajet pour mettre à terre les idoles, je crois. Oui, et ça peut prendre du temps, mais qu'importe. Oui. Ce qu'il faut, c'est commencer à travailler sur ses croyances et sur... Voilà, il n'y a pas de... Et moi, je le répète souvent, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs sur la sexualité, il n'y a pas une sexualité, et c'est pareil, il n'y a pas un homme, une femme, il n'y a pas un être humain, il y a des individus qui sont tous différents, avec des qualités, des défauts, des blessures, des armures. Exactement, c'est un voyage et on ne sait pas quelles en sont les étapes, il n'y a pas un sens comme ça posé, monolithique, c'est un mouvement qui n'arrête pas d'évoluer dans le temps, c'est une histoire, on est les héros de notre propre histoire. Et on ne sait pas ce que chaque page nous réserve. Dans ce livre, d'ailleurs, l'enfant thérapeute, Samuel Doc, on a quand même, on voit quand même que vous avez su choisir un compagnon solide. Vous en parlez d'ailleurs tout au long du livre.
grâce à quoi, à votre avis? Ça, pour le coup, j'aurais aimé que vous puissiez me le dire, vous qui êtes une experte en lien amoureux, parce que je n'explique pas cette magie-là d'avoir rencontré Michael, qui s'appelle Dorian dans le livre, et qui, je pense, on s'est sauvés l'un l'autre, puisque lui aussi a eu un parcours de vie extrêmement difficile. On s'est construit ensemble à partir d'une grande précarité. Il y a eu une alliance quand même à partir de là. Il y a quand même une réparation, je pense, réciproque, mais qui ne subroge pas le lien évidemment amoureux et la reconnaissance de l'autre, déjà dans sa force et dans son altérité. Mais oui, c'est un personnage central. Je me rendais pas compte en fait en écrivant le livre. L'amour a ceci qu'il existe par évidence. C'est les lecteurs qui après l'avoir lu m'ont dit mais oh là là, c'est ce Dorian qui enchante le livre et qui instille une lumière, parce que le livre est très sombre, et heureusement qu'il y a ces facéties et ces blagues, parce que sinon effectivement ce serait déprimant. Et on sent qu'à chaque moment où vous pourriez vraiment chuter très très lourdement, il vous tient la main, quoi. Il y a quelque chose d'assez beau dans cette relation, et c'est pour ça que je me posais la question. Mais en effet, je pense qu'il y a eu une rencontre miroir. Exactement. Dans vos blessures réciproques, vous vous êtes sauvés l'un l'autre. C'est lui qui un matin, et je raconte ça dans le livre, m'a dit, on m'a proposé de partir à Londres. Moi, j'avais jamais voyagé puisque je sortais d'un état d'enfermement hallucinant, c'est la première partie du livre, et qui m'a dit, et si on allait à Londres? Et moi, je ne comprenais même pas ce qu'il voulait dire, tellement j'avais été enfermé. Je ne concevais même pas la possibilité d'un ailleurs, parce que je crois que la psyché de ma mère me laissait penser que c'était pas pour moi, que les voyages c'était pour les autres. Et il m'a dit, mais si tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de voyager, et voilà, arrête de subir. Et je lui suis très reconnaissant pour cette limite assez ferme qu'il m'a mise. En tout cas, il allait peut-être un peu mieux que vous à ce moment-là aussi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je dirais, il avait peut-être pas de mal. Oui. En tout cas, on va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer tout ce qui nous vient de notre enfance et comment on a pu et comment on peut s'accrocher à nos croyances, hein, parce que c'était intéressant dans le témoignage de Samantha, et on la remercie parce que ça montre aussi comment nos croyances viennent la plupart du temps de notre enfance. Hein. Oui, le concept d'enfant thérapeute repose entièrement sur une croyance, sur la croyance qu'il est possible de sauver son parent alors que ce n'est pas le cas, et sur la croyance que si on reçoit des mauvais traitements, c'est parce qu'on le mérite. Ma mère était déjà l'enfant thérapeute de sa propre mère en servant de bouclier vivant, et je suppose que sa propre mère était déjà elle-même c'est une chaîne intergénérationnelle toxique qu'on ne peut interrompre qu'en la comprenant. Évidemment. Et on a parfois aussi des enfants qui sont qui essayent d'être le thérapeute ou le protecteur de leur frère ou de leur sœur plus jeunes. Et ça, on l'entend aussi assez souvent. Alors, avant de donner la place aux infos, je vous propose une petite devinette. Pourquoi les femmes sont rarement attirées par les maris de leurs copines? C'est une histoire de femme, ça, Samuel Dox. Je suis pas sûre que vous trouverez. Je trouve jamais les solutions. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve après avec Sidonie qui nous aura. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer l'enfant thérapeute. C'est le titre du livre de Samuel Doc aux éditions Plomb, mais je crois que le titre dit tout. Hein. Nous sommes tous, en tant qu'enfants, dans le désir que nos parents aillent bien, restent ensemble, se sentent mieux, et c'est la toute-puissance de l'enfant, hein, dont on parle évidemment beaucoup. Et c'est important de bien comprendre qu'il faut, à un moment donné, devenir adulte et sortir de cette toute-puissance infantile. Sidonie va être avec nous dans un instant, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes sont rarement attirées par les maris de leurs copines? Franchement, je sais, Brigitte, totalement. Écoutez, c'est simple, vous savez qu'entre copines, on dit tellement de mal de notre mari. Comment voulez-vous qu'on puisse ensuite être attiré par le mari d'une copine, hein, joli, franchement, joli. Hein, franchement. Bonjour Sidonie. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Sidonie. Vous êtes très touchant, je tenais à vous le dire. Merci de prendre mon témoignage. Merci beaucoup, merci infiniment. Et tout est touchant dans cette émission aujourd'hui. Merci Sidonie, mais c'est touchant de parler de nos blessures et de nos souffrances d'enfance. Et on a tous en nous encore, enfin j'espère que tout le monde a encore son enfant qui vibre en lui. Oui. D'ailleurs, j'aime à dire souvent, on est grand, on a grandi, mais à l'intérieur, c'est toujours ce même cœur du nouveau-né qui est au fond de nous. Hein. Et oui. Voilà. Simone de Beauvoir disait: un adulte est un enfant gonflé d'âge. On est gonflé d'âge. Bon, eh bien, que d'émotions là. Et vous, comment allez-vous? Alors
c'est mitigé. Je fais tout pour m'en sortir. Je fais tout pour m'en sortir. Alors, je suis sur la bonne voie. Moi, je suis pleine d'espoir. Après une sortie de déni qui a été très très douloureuse, alors, j'ai décidé de me séparer du lien avec mes parents. Mais mon témoignage ressemble un petit peu à celui de Jeanne au début de l'émission. J'ai trouvé très touchante aussi. Mais moi, j'ai les deux parents. Vous, c'est vos deux parents, oui. Voilà, les deux parents, de manière alternative et différente pour l'un et l'autre. Ils présentent tous les deux des aspects d'immaturité que j'ai fini par découvrir. Je disais toujours à qui voulait l'entendre dans mon entourage que j'étais la psy de mes parents, ce qui prend tout son sens aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis obligée encore une fois de me faire accompagner. Je n'ai jamais hésité à le faire tout au long de ma vie. Auparavant, les psys, j'allais les voir par rapport à des problèmes de couple en général, parce que je pensais que ça venait de moi, de mon couple, de mon partenaire. Et puis en fait, j'ai fini par comprendre que tout venait du foyer éducatif, parental. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à ouvrir une autre boîte dont je ne mesurais pas le fond, quoi. Enfin, ça a été l'horreur de sortir du déni, d'ouvrir les yeux. Ça a été. Mais c'est-à-dire que tout d'un coup, vous découvrez que les parents que vous aviez peut-être un peu idéalisés, ou c'est ça, hein, que je protégeais, que j'avais passé ma vie à protéger, à vouloir réparer, guérir, soigner, mettre en joie ou apaiser plus leur souffrance que de me préoccuper de celles que moi j'en pouvais endurer, qui me semblait normal, hein. Comme on disait tout à l'heure, l'enfant, même s'il est un peu victime, n'a pas conscience réellement de ça et n'en veut jamais à son parent ou est toujours loyal et que c'est acheté là-dedans. Mais quand j'ai compris que j'avais pas les parents que je pensais avoir, et quand j'ai vraiment ouvert les yeux sur leur fonctionnement avec moi, il y a des pans d'amour qui sont tombés. Alors j'étais tout le temps dans l'amour pour eux, et tout le monde me disait mais on comprenait pas pourquoi tu voyais pas ce qui se passait, la méchanceté qu'ils avaient avec toi. Mais parce que vous étiez pas apte à pouvoir le voir jusqu'à cet âge où vous avez ouvert les yeux. Tout se serait écroulé pour vous si vous aviez ouvert les yeux. Écroulé. Oui, mais parce que à ce moment-là, vous pouviez quand même supporter que tout s'écroule. Quelques années auparavant, vous ne l'auriez pas supporté. Il faut quand même. C'est pas terrible le déni. On est d'accord. C'est pas quelque chose qui nous permet de grandir, mais c'est quelque chose qui nous protège terriblement. Effectivement, ça m'a permis d'avancer et d'être en joie et dans la légèreté de la vie. Donc j'étais dans une énergie et un élan de vie. Ce qui prouve que vous avez une très belle énergie de vie. Ah oui, à fond. Les psys me le disent, mais ils m'ont dit, mais vous avez une ressource, des ressources de dingue. Mais le prix à payer, ça a été pendant quelque temps ce déni. Maintenant, vous allez pouvoir profiter pleinement de cette belle énergie de vie, puisque vous êtes sorti du déni. Mais il y a peut-être encore des cicatrices qui ne sont pas tout à fait refermées. J'y travaille. Là, du coup, je suis vraiment avec un psychiatre. On remue tout ça parce que ça a remis à la surface des tas de mémoires traumatiques dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Enfin, bien sûr, ça a mis à jour des tas de choses où là, je me suis dit mais c'est pas normal, mais ça c'est dégueulasse, mais ça c'est abominable. Et de découvrir aussi que je ne pourrais jamais les soigner et que je n'aurais pas ce que je pensais avoir, que je ne pourrais toujours courir après cet amour, il n'y aura pas. Peut-être pas maintenant. C'est-à-dire que vous voyez par exemple dans mon livre, j'explique que j'essayais sans arrêt de revenir vers ma mère, et c'était entrecoupé de périodes de rupture, de fausses réconciliations, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un échange plus authentique. Vous parliez de déni, peut-être que tout ça c'est juste une temporalité, peut-être que ce que vous dites là est vrai maintenant, mais peut-être qu'un jour la rencontre sera possible, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais par contre, ce qui est sûr, et là je rejoins aussi ce qui a été dit précédemment, c'est que vous pouvez pas faire le chemin toute seule. C'est-à-dire que là j'entends, vous êtes engagé en thérapie, comme moi je l'étais d'ailleurs. Faut eux aussi qu'ils puissent bouger à un moment donné, et s'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Vous voyez, vous pouvez pas faire tout le boulot toute seule. C'est à eux aussi de bouger. Tout comme j'ai compris aussi que je pourrais, ne pas faire le travail pour l'autre, c'est un des grands enseignements de toute cette trajectoire. Exact. Donc,
je me suis mise à m'occuper de moi, après avoir passé ma vie à être tournée mentalement et physiquement vers les autres, mais surtout vers eux, c'est quand j'ai compris ça. Mais il y a 2 ans, il y a eu un gros chaos, parce que plus je donnais de l'amour et plus on tentait de m'enfoncer la tête sous l'eau finalement. Et je ne comprenais pas, je ressortais broyée à chaque fois que je les voyais, ou d'autres membres de ma famille. Et en fait, il y a 2 ans, il y a eu quelque chose qui m'a profondément choquée, mais c'était terrible parce que je me suis effondrée en fait. Je suis rentrée en post-trauma, en syndrome post-traumatique. Et là, voilà, je répare tout ça maintenant. Oui, mais ce moment, ce choc traumatique a été peut-être salvateur, puisque aujourd'hui vous pouvez commencer à vous construire. Hein. Je ne dis même pas à vous reconstruire. Hein. Mais quand même, il y a une belle énergie de vie. Et justement, je vais rebondir sur cette belle énergie de vie, Sidonie. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est que on a une part animale en nous, au sens biologique du terme. Hein. Après, ce qui nous fait humains, c'est ce qui nous rend tous différents et assez compliqué aussi, hein. Mais on a cette part biologique animale. Et quoi qu'il en soit, ils vous ont donné la vie, vos parents. Et ça, c'est quelque chose quand même. On a le droit de détester ses parents, on a le droit de ne plus les voir, on a le droit de couper les ponts. Mais quand même, il y a eu ça. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut comprendre le mot de la Bible, tu honoreras ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à genoux devant eux et les considérer comme des dieux tout-puissants qu'il faut toujours aimer, etc. Mais ils vous ont donné la vie. Et ce qu'ils vous ont donné, Sidonie, c'est évidemment un fardeau très lourd à porter, mais qui va faire, si vous en sortez, quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'est aussi ce qu'on arrive à dépasser de nos souffrances qui nous font être des gens beaucoup plus, beaucoup plus intéressants. Exactement. Et je pense que Samuel Dock, si vous êtes aujourd'hui un bon psychanalyste, c'est certainement aussi grâce à cette mère terrible que vous avez eue. Et je crois que c'est ça, Sidonie, qu'il faut que vous entendiez. Ah oui, j'en suis totalement convaincue, Brigitte. Hein, vraiment, je comprends à 200%. Hein, oui. Voilà, et c'est ça qu'il faut se dire, même si le chemin est plus difficile, mais à l'arrivée, c'est parfois plus beau parce qu'on sait d'où on vient et on apprécie encore plus ce qu'on a. Oui, je passe effectivement, je suis passée par des périodes un petit peu d'enfer là, oui, mais on peut, dans le mental, dans le corps, enfin tout souffre. Hein, c'est un peu comme si, en plus, voilà, de se couper de ceux qu'on aime et comme s'ils étaient morts. Mais je vais jusqu'au bout de cette démarche et ça circule dans mon mental. Ça évolue et effectivement, j'ai des phases où je me mets à être dans une douceur d'âme, en paix. Je leur envoie mes meilleures pensées parce que je viens d'eux et j'ai beaucoup de valeurs qui viennent d'eux. Donc ça, je ne l'oublie pas parce que c'était un coup c'était bien, un coup c'était pas bien, c'était plus pas bien. Enfin voilà, c'était chaud, froid sans arrêt. Exactement. J'étais jamais à la bonne place. Enfin, mais j'étais trop ou pas assez, mais il y avait quelques gouttes quand même, il y avait quelques moments de bon, donc j'essaye de m'appuyer là-dessus aussi. Simplement, ma porte leur reste ouverte, c'est-à-dire que je ne ferme aucunement le dialogue ou quoi que ce soit, mais maintenant je me suis mis en repli pour me protéger et pour me réparer. Voilà. Et ça, je vais jusqu'au bout de ça. C'est très nouveau pour moi. Auparavant, je coupais et puis je revenais parce que j'étais encore en manque quelque part où j'espérais. Mais là, non, je tranche et je suis appuyée dans cette démarche. Maintenant, j'ai compris, j'ai grandi aussi avec ça. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Brigitte et je pense qu'il faut pouvoir identifier le mauvais pour pouvoir faire surgir le bon. Et finalement, le livre que j'ai publié, c'est un immense cri d'amour pour ma mère malgré tout, qui m'a très bien élevé lorsque j'étais enfant. Les choses sont parties dans le décor lorsque j'étais adolescent. Mais si je suis soignant, c'est pas simplement parce que j'ai souffert, c'est parce qu'elle a pris énormément soin de moi lorsque j'étais enfant. Et ça, je veux le dire aujourd'hui sur cette antenne, c'est que pour moi, ma mère n'est pas la marâtre et la mère maltraitante, même si effectivement pendant l'adolescence c'était extrêmement dur et qu'elle s'est vraiment mal comportée. Mais elle a cette intelligence aujourd'hui de pouvoir le reconnaître et c'est ce qui permet de s'être retrouvée. Et par contre, et c'est là que ça vous concerne, ça n'a pas été le cas du tout de mon père.
C'est-à-dire que j'ai essayé de revenir vers mon père, de lui parler, il a fait aussi des choses très graves que je raconte dans le livre. C'est pas toujours possible. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre et la situation de ma mère et la situation de mon père, c'était pour montrer que c'est pas toujours possible. Certaines personnes sont rigides, refusent de faire le chemin, voire même perverses, parfois, toxiques, comme Anne-Laure Buffet peut le formuler aujourd'hui, la psychothérapeute. Parfois, il faut savoir simplement se protéger. On sauve pas les gens et on ne vit pas leur vie à leur place. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Merci en tout cas, Sidonie, de ce témoignage. Merci beaucoup. On continue, Samuel Doc, à évoquer ce sujet qui évidemment touche terriblement parce qu'on entend évidemment beaucoup de souffrance. On retrouve Florence dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Doc et le fil rouge évidemment de cette émission, c'est ce joli livre sorti chez Plon, L'enfant thérapeute, où vous racontez votre parcours d'enfant et d'adulte évidemment. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous Florence. Merci. Je vous appelle aujourd'hui pour partager un petit peu ce que j'ai vécu, puisque je continue de vivre. Donc j'ai mon papa et ma maman, et j'ai une maman surtout que j'ai beaucoup tenté de protéger, un petit peu comme si c'était moi la maman. Et la protéger de quoi ? De sa tristesse, je dirais en premier, parce qu'elle était dépressive un peu. Oui, je pense. Oui, enfin c'est. Mais ça c'est important aussi parce que ça concerne malheureusement beaucoup de gens qui nous écoutent. Avoir une mère dépressive ou en tout cas avec des tendances dépressives, c'est déjà un lourd fardeau. Hein. Ouais. Parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, elle vous renvoie à votre impuissance. Hein. Exactement. J'ai essayé de la protéger de ça. J'ai aussi essayé de la protéger de son mari, donc de mon père, qui était, dont elle a voulu se séparer beaucoup de fois et qui était, je sais pas comment dire, mais pas, qui la mettait pas en valeur. Qui l'a déprécié, qui l'humiliait, qui. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup essayé et c'est marrant c'est marrant. Quand j'ai vu le thème de votre émission aujourd'hui, je sais pas, c'est une coïncidence, mais cette nuit j'ai fait un rêve qui était très étrange. Donc j'ai un peu cherché la signification parce que ça me paraissait très bizarre. J'ai rêvé que ma mère était enceinte. Et que je m'occupais d'elle, notamment pour qu'elle aille chez la gynéco parce qu'elle avait même pas pris rendez-vous alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Oui. Je me suis dit que c'était vraiment en lien dans la mesure où j'ai toujours essayé de m'occuper de ma mère. C'est très dit. Aujourd'hui, je suis plus en relation avec elle. Mais votre rêve dit peut-être qu'il est temps de vous occuper de vous. Oui, je pense. Ben oui, il me semble. Hein. Et pourtant, je sais pas trop. Qu'est-ce qui vous fait peur, exactement ? Qu'est-ce qui vous angoisse ? Dans quoi ? Dans cette relation avec vos parents ? C'est le fait d'avoir jamais réussi, et même si je sais que c'est pas mon rôle et que c'est même pas possible, c'est finalement d'avoir jamais réussi. Ce qui veut dire que vous n'avez pas renoncé. Ouais. À la rendre heureuse. Alors j'ai renoncé. Et alors qu'est-ce qui vous empêche de renoncer ? Allô ? Je réfléchis, pardon. Qu'est-ce qui m'empêche de renoncer ? J'ai l'impression de l'abandonner en fait. Mais bon, je parle d'elle, je parle pas de moi quand je vous réponds. Mais oui, bien sûr, mais c'est ni pas... de votre père, parce que c'est à votre père de la rendre heureuse. Ouais. Ça, j'y crois pas. Non mais voyez à quel point tant que vous ne renoncerez pas à essayer de l'aider, vous ne pourrez pas vous aider. Oui. Comprenez ? Tant que vous serez dans cette recherche qui est vaine, hein, et ça sur le plan intellectuel, vous l'avez compris.
Mais vous ne l'avez pas compris sur le plan émotionnel et affectif. Et pourquoi vous ne le comprenez pas? Parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un d'autre, ça va vous faire un peu sombrer. Et c'est pour ça que... Je comprends pas tellement pourquoi, mais parce que là, vous avez une mission de vie. D'accord. Qui vous permet de tenir. Et quand vous allez renoncer à cette mission de vie qui vous permet de tenir, qu'est-ce qui va vous rester? Rien. Exactement, je suis d'accord. Et comme il vous restera rien, vous allez sombrer. Mais il ne sait pas qu'il vous restera rien, il vous restera à vous occuper de vous, à vous aimer et à construire votre vie avec un but, un objectif, du sens, et voilà. Mais pour ça, il y a un petit moment comme ça, où vous savez, c'est un petit peu comme si on avait construit un édifice, mais sur du sable mouvant. Bon, mais tant qu'on le tient, cet édifice, ça tient. Mais quand on va le faire tomber, cet édifice, on se retrouve sur du sable mouvant. Et là, il faut aller juste à côté et tout reconstruire. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Oui, je le comprends et c'est très difficile parce que comme vous l'avez dit intellectuellement, je l'ai vraiment compris et ça fait même longtemps, je pense que je l'ai compris, ça fait plusieurs années. Ah oui. Mais j'arrive pas à passer... Parce que c'est comme si votre mère vous avait placé en position d'antidépresseur vivant. Et je rejoins tout à fait Brigitte lorsqu'elle dit que quelque part, il y a aussi une forme de gain à être dans cette identité-là. Moi-même, je croyais trouver un bénéfice à être dans ce statut d'enfant thérapeute. Je croyais que c'était comme ça que j'étais utile, que c'était ma vocation, que ça avait du sens, qu'un jour je réussirais à la guérir. Et je me suis rendu compte de ce piège vénéneux que lorsque j'en suis sorti. Et c'est ça, il faut faire ce mouvement. Alors, je ne sais pas quel est votre rapport à la consultation, si vous avez déjà vu des psychologues à qui vous avez pu en parler, mais tout ça, c'est des choses qui se mettent en mouvement, pas intellectuellement, justement, comme vous l'a dit Brigitte, mais vraiment dans vos émotions, dans la relation avec un autre. C'est intellectuellement, vous avez compris, c'est sur un autre plan qu'il faut pouvoir bouger. Je n'avais pas l'air convaincu. Si, je crois que j'ai un gros blocage. Donc si. Après, oui, bien sûr que ça bloque. Oui, parce que si ça bloquait pas, ça vous ferait souffrir. Alors il vaut mieux que ça bloque, hein. Ouais, sauf que à long terme, c'est quand même quelque chose qui, vous savez, c'est un petit peu comme quand on refuse de rééduquer un bras qui a été cassé. Sur le moment, ça fait moins mal, mais du coup, il reste cassé, il reste un petit peu handicapé le bras. Donc voilà, vous êtes un peu handicapé. J'ai toujours l'impression de passer à côté de ma vie. Donc, mais forcément, c'est le cas. Mais forcément, vous passez à côté de votre vie. Parce qu'on n'est pas fait pour rester l'enfant de son parent toute sa vie. On est fait pour partir ailleurs, pour quitter le giron maternel. Toute la place que prend votre mère dans votre cœur, elle peut pas être prise par quelqu'un d'autre. Alors là, c'est dit... ouais. Excusez-moi, je vous dis les choses un peu durement, mais vous prendrez le temps de les digérer. C'est pas grave, vous avez le temps. Vous n'êtes pas à 6 mois près, hein. Vous avez le temps. Mais il faut que ça résonne au niveau du cœur. Mais de toute façon, on ne peut avancer qu'au niveau du cœur. Il y a beaucoup de thérapies qui font avancer sur le plan intellect et qui sont très bien. Par exemple, si on a peur de prendre l'avion, ok, une thérapie cognitive, pourquoi pas. Mais sur des thérapies aussi essentielles que justement devenir adulte, je pense qu'il faut vraiment que le cœur soit mis sur le devant de la scène. Et en termes de thérapie, parce que vous dites que d'un niveau intellectuel, cognitif, c'est pas ça qui va faire avancer les choses, ça veut dire qu'il faut viser des thérapies plus spécifiques que d'autres? Oui, enfin, moi, encore une fois, il y a beaucoup de choses, et puis c'est des thérapeutes, c'est des thérapeutes qui sont parfois, il peut y avoir un thérapeute cognitif qui sera capable de vous faire avancer, mais il peut y avoir la sophrologie, il peut y avoir certaines analyses, mais à condition que ce soit pas uniquement à ressasser sans arrêt des choses du passé. Vous allez laissez le temps de mûrir tout ce que je vous ai dit, qui est peut-être un petit peu fort comme ça. Laissez un peu décanter et vous verrez dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qu'est-ce qu'il en ressort. Prenez du temps. Il n'y a pas d'urgence. Merci en tout cas Florence, merci beaucoup. On va continuer avec le Love Conseil du jour. On va tester un coffret Saint-Valentin et puis on donnera la parole ensuite à Caroline qui nous a rejoint. Grand site de Webcam Live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors justement, c'est un love conseil qui va un petit peu faire écho avec l'émission d'aujourd'hui, un peu dure, à cause de vous, Samuel Doc, et de votre livre, L'enfant thérapeute aux éditions Plomb. Mieux vivre sa vie. Alors j'ai recensé 5 points importants pour mieux vivre sa vie, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Alors le premier, c'est d'apprendre à se connaître. Alors c'est vrai que c'est un vrai but en soi, et parfois il suffit pas d'une vie, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir toujours envie de mieux se comprendre, mieux se connaître, et c'est vraiment un long parcours. Deuxième point, c'est être relié, c'est-à-dire avoir des personnes avec qui on se sent uni, quoi. C'est pas forcément uniquement sur le plan amoureux, et être relié, c'est pas en allant sur Facebook, c'est savoir qu'on a des personnes à qui on peut un peu parler, se confier, échanger réellement, et pas juste pour se vanter parce qu'on a été manger dans le meilleur restaurant ou je ne sais quoi. Ensuite, je crois que ce qui est important, c'est de continuer à apprendre. Et c'est pour ça que la retraite peut être un moment délicat, parce que on peut à ce moment-là un petit peu tout lâcher pour se reposer, certes, mais se retrouver ensuite avec plus vraiment de motivation. Et quand on a la chance notamment de faire un métier comme le nôtre, où finalement on est toujours en train d'apprendre des autres sur la psyché humaine, parce que c'est quand même très complexe, je trouve que c'est important. Quatrième point, prendre du temps pour soi. Alors c'est pas de l'égoïsme, mais savoir se détendre, savoir faire le point pour voir où on en est, pour savoir quel est le prochain objectif qu'on se donne, c'est important. Et dernier point, c'est d'être créatif. Alors au sens large, c'est pas nécessaire d'être un artiste. On peut cuisiner, on peut jardiner, on peut, je sais pas quoi, mais voilà. Et je pense que si on réussit ces 5 points, en général, on va être assez bien dans sa vie. Totalement d'accord. Et ce sont 5 points qu'on retrouve énormément dans la culture japonaise. Et vous savez, je suis fan de la culture japonaise, donc je suis avec vous. Et d'ailleurs, les Japonais disent on devient vieux quand on cesse d'apprendre. Vous parliez d'apprentissage. Oui, je crois que c'est important. On a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Exactement. Alors Delphine, c'est bientôt le 14 février, mais pour vous, ça y est. Vous avez reçu ce coffret spécial Saint-Valentin que l'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. C'est un coffret assez rempli, Delphine. Bonjour. Ah oui. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, c'est un petit coffret coquin, très doux, parce que déjà il y a des petites plumes, on peut mettre des plumes sur le lit, on peut faire une petite mise en scène pour la Saint-Valentin assez sympa, je dirais même très doux. Et oui, il y a des petits jeux aussi. Il y a vraiment plein de choses. Je découvre au fur et à mesure. Samuel a l'air d'être tout à fait intéressé par ce coffret. Alors ça. Alors il y a la petite boîte avec des petits messages qui est super sympa. On peut la mettre sur sa table de nuit, et puis le soir, on se prend un petit message avec une petite mission. Après, on peut faire une petite soirée coquine avec bien sûr les dés, où on a différentes positions. Après, à savoir si le partenaire est capable de le faire. Ensuite, les petites menottes. Alors les menottes, par contre, il faut pas. Ils sont vraiment petites. Les menottes, c'est rigolo parce que les petites plumes, c'est un petit côté doux, soft. Mais c'était un peu plus dur pour nous avec mon mari. Parce que vous avez voulu le menotter, il avait des trop gros poignets, c'est ça? Non, c'est moi. Vous avez des trop gros poignets. Ah oui, ils ont l'air petites, effectivement. Il y a un peu des gros poignets, mais ça rentre, mais ça fait mal quand même. C'est en acier, les menottes. Donc, c'est pas des menottes en plastique. C'est des vraies menottes. On rigole pas. C'est des vraies menottes. Ensuite, il y a une petite baguette magique. Moi, j'appelle ça la baguette à douceur, avec une petite plume. Et là, on peut inciter au désir, puisque ça nous met une petite mise en bouche. Donc, c'est sympa. J'ai bien aimé. C'est très
Oui, simple, il y a- cette petite franchement, baguette, mais franchement, il y a- franchement, il y a- il y a beaucoup de choses rigolotes. Ça permet de passer Ouais. quelques soirées sympas. Hein. C'est quand même Ouais. pas mal. Et puis il y a même une bougie de massage. Enfin, bon, Ah non, oui. franchement, il y a de quoi c'est s'occuper. un très très joli coffret. Là, Vraiment. je vois que Samuel est très intéressé par les menottes. Et ah oui, toujours. Mais vous savez, pour le Pierre Richard que je suis, le plus dur, c'est d'ouvrir le paquet. Hein. Oui, je vois ça. Ah, mais vous inquiétez pas, vous allez réussir. La curiosité, ça nous permet. Dans les zoos, On a on fait des exercices pour les animaux, pour les stimuler. Je crois que c'est un petit peu des exercices d'enrichissement. Moi, il me faut faire la même chose, il faut me stimuler parce que j'ai vraiment deux mains gauches. Vous voyez. Oui, je vois ça. Vous avez du mal. Je vais aller à mon rendez-vous Non, mais- d'après, je vais être prisonnier dans les menottes, ça va être très drôle. En tout cas, franchement, il y a beaucoup de choses. Bon, écoutez, franchement, c'est sympa. C'est une manière de tester plein de petites choses. Alors, c'est le coffret Saint-Valentin. Vous pouvez, dès maintenant, hein, si vous voulez le commander pour la Saint-Valentin, vous allez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com et puis vous pouvez le commander. Il y en a encore quelques-uns qui sont disponibles, donc n'hésitez pas. Et puis comme ça, vous ne vous ennuierez pas le 14 février. Quelle note vous donnez à ce coffret alors finalement, Delphine? Ah, ça y est, Samuel a réussi à ouvrir la boîte. Miracle. Je veux pas l'abîmer, je veux pas Essayez abîmer les la boîte. C'est raté. Moi, je mettrais 16,5 sur 20. parce que 16,5 je trouve sur qu'il 20. est- Oui, Pas oui. mal. D'accord. Il y a plusieurs choses. Il y a le côté où on peut jouer avec ton partenaire. Voilà, il y a un côté un peu rigolo. Et puis il y a le côté aussi douceur. Je vous dis, avec cette petite baguette, moi, ça m'a vraiment le côté massage. Il y a tout ce petit côté de douceur et puis de découvrir l'autre et des hommes qu'on avait oubliés. Bon, bah ça y est, j'ai mon invité Samuel Doc et me Je me suis prisonnier moi-même, il fallait que ça arrive. Et les clés sont dans l'autre boîte, alors je suis dans la panade. Je crois qu'on va avoir besoin de... Je ne sais pas, Samuel, si je vous libère. On va voir, Oh là on va là voir. là. Bon, en tout cas, ça y est. Merci Delphine. Alors, 16,5 sur 20 pour ce coffret coquin Saint-Valentin, rue des Plaisirs.com. Justement, demain, on abordera la question des fantasmes avec Arthur Vernon. C'était votre fantasme d'être menotté? Réalisé depuis longtemps, figurez-vous, mais je m'attendais pas à être captif parce que je vous dis, j'ai un rendez-vous juste après. Alors c'est très drôle et c'est plein de surprises comme votre émission. Voilà, on apprend. Là, j'apprends par exemple que je suis capable de m'enfermer moi-même, c'est bien. C'est bien. Bah, vous voyez, vous arrivez à ouvrir l'autre boîte avec une main. Exactement. Bon, merci en tout cas Delphine. On va revenir sur le sujet du jour un peu moins drôle avec Caroline qui nous a rejoint. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, c'est un peu difficile. Parce que vous aussi, vous avez voulu aider votre mère, c'est ça? Oui, je pense que j'ai passé ma vie à essayer de l'aider, de la sauver. Et je n'y suis pas arrivée. Et quand j'ai décidé de mettre un terme parce que ça m'affectait physiquement, bien sûr, oui. Je commençais à tomber malade. Donc j'ai dit stop. Et en fait, elle l'a très mal pris. Elle n'a pas compris. Et elle s'est laissée aller complètement jusqu'à se laisser mourir. Ah oui. D'accord, donc vous êtes aujourd'hui avec un sentiment de culpabilité, vous avez l'impression Oui, que vous parce êtes qu'elle est partie et il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ans, pendant le début du Covid. Et donc je suis allée la voir en urgence, tout ça, et elle a préféré partir sans me parler, plutôt que de parler, quoi. Mais vous voyez à quel point c'est une violence encore qu'elle vous a infligée jusqu'au dernier moment. Et je suis très en colère, mais en même temps, je la comprends. Parce qu'elle souffrait, elle était malade. Et de sa souffrance, elle s'est réfugiée dans l'alcool. Et ça l'a tuée, quoi. Elle a choisi cette voie-là. Mais et toute ma vie, j'ai essayé de... D'accord, Caroline, mais est-ce que vous comprenez qu'elle n'a pas été une bonne mère? Je sais pas. Parce que elle était alcoolique depuis que vous êtes enfant? Oui. Bon. Mais je savais pas que c'était une maladie enfant. Mais Caroline, vous, en tant qu'enfant, vous n'êtes responsable de rien. Et si vous êtes aujourd'hui ravagé par sa perte, si vous avez l'impression que vous ne vous en sortez pas, il faut absolument vous faire aider.
Alors j'ai essayé plusieurs fois de me faire aider, mais je suis jamais tombée sur des bonnes personnes. Et ça m'a même un peu fatiguée. Ah, je comprends. C'est une forme d'errance thérapeutique au final. C'est une forme d'errance thérapeutique. Je sais à quel point c'est dur. J'ai décidé d'essayer toute seule en fait. Quoi. D'accord. Parce que j'ai plus de temps à perdre et voilà. Mais j'ai vraiment envie d'aller mieux pour moi, pour ma famille, parce que j'ai une super famille. J'ai beaucoup de chance. Ça, c'est un appui. Vous avez des enfants ? Oui. Bon, donc vous avez, su vous occuper de vos enfants ? Ben, je pense, mais... vous êtes en bon terme avec vos enfants ? Oui, pas de souci. Ils vont bien ? Oui. Bon, donc puisqu'ils vont bien, c'est que vous avez su vous en occuper. Puisque vous n'allez pas bien. Donc ça veut dire que votre mère n'a pas su être une bonne mère. Jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec mon raisonnement ? Ben, elle n'a pas su gérer, je sais pas, c'était trop pour elle, je sais pas, elle était trop en souffrance. Mais il n'est pas question de la juger, je ne veux pas la juger, je veux juste que vous compreniez que jusqu'à nouvel ordre, c'est aux parents de s'occuper de leurs enfants, vous êtes d'accord ? Oui, mais là c'était un peu moi qui m'occupais. J'ai bien compris. Mais, les deux, quoi. Mais oui, c'est bien, j'ai bien compris. Mais c'est pourquoi continuer à vous en vouloir de quelque chose qui n'était pas normal, puisque c'était à eux de s'occuper de vous. Et qu'elle me dise quelque chose, quoi. Que pas me faire culpabiliser. Mais bon, maintenant c'est trop tard. Hein. Non, c'est pas trop tard. Non. C'est pas trop tard. D'abord parce que quelque part, ce qui est en vous et qui appartient à votre mère, vous pouvez lui renvoyer. Il faut peut-être comprendre aussi quelle était la place de votre père. Qu'est-ce qu'il a fait, votre père, pour aider votre mère à sortir de l'alcool ? Rien. Et c'est en plus très particulier, là, les propos que vous tenez trouve un écho différent en moi, puisque moi j'ai une sœur dont je parle dans le livre, qui a été dans des conduites addictives gravissimes et qui ont aggravé son état mental. Et je pense que dans l'addiction, il y a quelque chose de terrible, il y a une jouissance. Il y a vraiment une immense jouissance, ça je le dis, je sais que ça choque toujours, mais je m'en fiche. Et c'est bien pour ça que l'immense psychanalyste Maud Manoni disait que les personnes addictes ont beaucoup de mal à être en psychanalyse. C'est parce qu'ils instrumentalisent aussi le psy. Et c'est un énorme problème, c'est une énorme difficulté. Et je pense que c'est un petit peu une différence par rapport à ma situation, c'est que moi, ma mère n'avait pas du tout de troubles addictifs. Et quelque part, quand vous êtes face à une personne addicte, elle peut faire de vous un objet. Et là, c'est un peu ce que j'entends dans votre propos, c'est qu'elle a fait de vous un petit peu un objet et vous avez épousé ce rôle-là et c'est si difficile pour vous de renoncer à cette objectalisation aujourd'hui. Je l'entends à quel point c'est douloureux pour vous. Heureusement que vous avez réussi à changer de cap avec votre propre famille, à ne pas répéter tout ça. Heureusement, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous pour ça. Non, j'ai de la chance de tomber. Mais vous savez, non, vous n'avez pas eu de la chance. Vous avez su quand même choisir un bon partenaire pour fonder une famille avec lui. Donc il y a quelque chose en vous quand même qui est positif. Mais votre mère vous a, comment dirais-je, elle a joué d'une terrible emprise toxique sur vous. Et plus vous avez essayé de la sauver, plus elle a sombré dans l'alcool. Et ça, on le voit aussi dans des relations de couple. Quand un des partenaires est alcoolique, l'autre, plus il va essayer de le sauver, plus... J'ai réussi à lui faire une cure une fois, mais ça n'a rien donné. Elle est retombée dedans. C'était pas votre rôle en plus. Oui, mais j'étais toute seule, il n'y avait personne autour de moi j'ai essayé de demander de l'aide dans sa famille, mais... Après, pour vous rassurer aussi, il faut le savoir, quand on parle d'un parent, on ne parle pas seulement du parent tel qu'il a existé dans son environnement social, on parle aussi de la représentation du parent intérieur, la manière qu'on a de le voir dans nos fantasmes, dans nos souvenirs, dans notre vie psychique. Et quand vous voyez un psy, il s'intéresse d'abord à la représentation que vous avez du parent. C'est-à-dire que votre mère, elle était d'une certaine manière, elle se comportait d'une certaine manière, mais vous en avez aussi forgé une représentation. Et c'est de cette représentation-là que vous devez faire le deuil aujourd'hui. Après, c'est un vrai travail, là encore. Mais oui, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à Florence. Quelque part, vous restez avec ce poids de ne pas avoir réussi à sauver votre mère.
Comme si lâcher ce poids, ça pourrait vous faire perdre quelque chose. C'est ça qu'il faut peut-être aussi entendre. Qu'est-ce que vous avez... J'ai arrêté je n'allais plus trop les voir, parce que je ne pouvais plus voir, la regarder se détruire complètement. Et ça, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que c'était trop dur pour moi de la dégrader et de ne pas se soigner. Mais je crois qu'elle n'a pas compris. C'est plus la même personne. Mais Caroline, elle n'a pas compris grand-chose de ce que c'était qu'être humain, qu'est-ce que c'était qu'être mère, qu'est-ce que c'était être une vie. Vous aviez quelqu'un qui était dans une grande souffrance, parce que quand on tombe dans l'addiction comme ça, c'est parce qu'on souffre. Mais c'est à chacun de se céder. C'est pas aux autres d'aider. Et de ne pas céder justement là-dessus. Oui. Et de ne pas céder. Et plus vous avez été proche et plus vous avez essayé de l'aider, moins elle s'est prise en main. Ce que vous pouvez vous reprocher, c'est d'avoir peut-être trop voulu l'aider. C'est la seule chose que vous pouvez vous reprocher. En tout cas, c'est le message que j'ai envie de vous transmettre. Donc il est peut-être temps d'être en paix avec vous-même. Mais j'essaye, ça va mieux, mais j'ai encore un peu de colère qu'elle soit partie comme ça sans... Ah bah ça c'est bien. Au moins j'aime bien entendre que vous ayez un peu de colère. Parce que la colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes senti trahi par elle. Ben, je pensais pas qu'elle irait jusque-là, quoi. Partir sans me parler, quoi. Alors qu'elle parlait à tout le monde, aux infirmières et tout. Et moi, quand j'arrivais... Elle vous a fait payer. Dit un mot, quoi. Elle vous a Rien, fait... et elle est partie comme ça, quoi. Elle vous a fait payer jusqu'au bout. Et ce prix, vous l'avez payé maintenant. Il est temps de faire la paix. Oui, je crois aussi. En tout cas, les personnes qui nous écoutent peuvent me contacter sur mon site web, et s'il y a besoin d'envoyer des agendas, des répertoires, de professionnels de santé pour sortir de l'errance, je peux le faire. Sur samuel-doc.com, je réponds tout le temps. Merci pour eux parce qu'on l'entend. Je donne des adresses partout en France et je fais ça plutôt pas trop mal. Je suis moins Pierre Richard pour le coup. Et vous avez réussi à enlever votre menotte. Ouf, heureusement qu'il y avait une sécurité, sinon j'étais cuit. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, vous êtes psychanalyste et auteur de ce livre L'enfant thérapeute, où vous racontez en effet votre parcours d'enfant, d'adolescent aussi beaucoup, et puis votre mère que vous avez voulu sauver. C'est un livre très touchant et je peux vous inviter éventuellement, si vous-même vous avez l'impression de ne pas sortir de cette position d'enfant thérapeute, de le lire. C'est aux éditions Plomb. On va conclure avec Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir prise à l'antenne. J'avais une question en fait. Donc mon mari et moi avons eu quand même une enfance. Alors moi avec amour, certes. Mes parents me rabaissaient énormément, mais j'ai été aimée, je suis aimée d'ailleurs, très entourée, fille unique. Mon mari, pas du tout. Sa mère est toxique, donc on ne la voit plus puisqu'on a fini au commissariat. Donc du coup, effectivement, mon mari ce jour-là a mis un terme de suite à cette relation qui durait depuis énormément de temps. Et on a quand même, ma question c'était, on a 2 enfants, donc l'aîné, il a été désiré. Le second, moi j'avais du mal. Parce que je suis fille unique et du coup 2 ça me faisait très très peur. Et c'est vrai que au tout début j'ai dit quand même que j'en voulais qu'un parce que je suis quand même dans le soin et le fait de travailler quand même pas mal. J'étais débordée, j'avais pas du tout fait un travail sur moi et j'ai quand même verbalisé beaucoup de fois quand même cette phrase qui me plaît pas, parce que voilà, maintenant que j'ai quand même évolué, j'ai eu une thérapie grâce à une de mes anciennes patientes d'ailleurs. Sa belle-fille me fait des points chinois avec une acupuncture chinoise qui m'a beaucoup aidée à avoir tous des points qui étaient bloqués en moi. Ça a aidé aussi mon mari.
qui est très très en colère. Alors lui, il est très colérique, malheureusement. Hein. Alors il évolue très lentement parce que il veut pas se faire aider non plus. Et du coup, le petit, le deuxième, a une pression énorme entre mon mari qui veut qu'il réussisse à tout prix parce que le grand est brillant. Et du coup, je me demande si quand même le second, je ne sais pas par où passer. C'est vrai que pour aller voir un psychothérapeute, c'est très dur pour moi. Donc, il a quel âge aujourd'hui, le second? Et il va faire 12 ans. 12 ans. Rien n'est perdu, hein, Marie. Vous l'aimez, votre fils? Je l'adore. Et vous lui avez dit? Ah oui. Bon. Oui. Ah oui, beaucoup d'émotions. Vous avez, en fait, c'est déjà, il faut faire la paix avec votre culpabilité à vous. Vous avez dit des choses à un moment donné que vous pensiez, c'est vrai, vous aviez pas envie de ce deuxième enfant, vous l'avez quand même eu, mais vous l'avez aimé, vous l'avez éduqué, élevé. Donc il faut déjà faire la paix avec vous. Et oui. C'est parce que vous ferez la paix avec votre culpabilité que vous pourrez réparer un petit peu tout ça. Ouais. Mais oui. Reprenez espoir de ce côté-là. Vraiment, il est jamais trop tard. On fait tous des erreurs. Personne n'est infaillible, absolument pas. Mais il est possible de se rencontrer, il est possible de s'aimer et de s'observer dans ces différences, même avec les membres de notre famille ou peut-être surtout avec les membres de notre famille. Oui, c'est ça. C'est que maintenant, en fait, on se voit. Enfin, le fait d'avoir évolué sur moi-même, je me vois et donc effectivement il y a des moments où des fois on peut être en colère et le fait de me voir ça m'arrête tout de suite ou maintenant j'arrive à m'excuser auprès de mes enfants quand voilà ça des fois parce que du coup je prenais la fuite en travaillant. J'étais non seulement dans le libéral et en plus j'avais une responsabilité dans un centre donc je travaillais énormément pour ne plus voir aussi la colère de mon mari parce que ça c'est vrai que c'est dur. Alors je pense que lui il a une souffrance intérieure mais terrible qui gère quand même, mais bon. Mais jusqu'à quand Voilà, c'est ça. Et mon fils, le problème, c'est que voilà, il est très introverti. Je lui avais déjà fait faire un bilan et donc il en était ressorti quand même qu'il avait une grande tristesse. Inutile de vous dire que pour un soignant, quand vous entendez ça, c'est voilà, pour moi ça m'a alerté, mais quand même, je n'arrive pas à passer le pas de pouvoir l'amener alors je l'emmène chez l'ostéopathe, je l'emmène. Non mais Marie, est-ce qu'il est en échec scolaire? Alors non, mais là effectivement on en est au point. Pardon, oui, là Brigitte, je me pose la question, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous avoir parce Bien que sûr. il rentre en 6e, donc il a été brillant, il est dans une très très bonne école, en privé, donc il a eu une super moyenne, mais là, la pression étant, parce que mon mari se voit en lui, donc il lui met tellement de pression que là, au 2e trimestre, il commence à avoir des notes beaucoup moins bonnes, et c'est là que je me fais du souci. Oui, mais vous êtes, Marie, je vous écoute depuis tout à l'heure, je crois que ce qu'il faut un petit peu travailler chez vous, c'est de vouloir être absolument parfaite partout. Il faut absolument que vous lâchiez un petit peu. Ça, c'est vrai. Ben oui, mais c'est important. Et si vous lâchez un peu, ça, il va aller beaucoup mieux. Et il faut que son père, le lâche un petit peu aussi. C'est un enfant qui est plus introverti, il a une vie intérieure certainement beaucoup plus riche. Si ça se trouve, ce sera un artiste formidable. Moi, à mon avis, il n'y a aucun risque, aucun danger. Il est dans une bonne famille, il n'y a pas de problème. Mais lâchez un peu, vous ne serez jamais parfaite pour tout le monde, parce que c'est pas possible. Vous faites ce que vous pouvez, et puis c'est déjà pas mal. Mais c'est peut-être le papa qui a besoin d'aide aussi, justement. Oui. Plus que vous ou que votre fils. Absolument, mais franchement, nous, on n'y voit pas, on voit pas de danger, donc on peut déjà vous rassurer. Et puis dire aussi quand même et rappeler à nos auditeurs qu'en se rapprochant de l'assistante sociale de secteur de votre quartier, de là où vous êtes, vous pouvez toujours demander à un éducateur si vous avez besoin de conseils, d'être guidé dans votre parentalité. Ça arrive à tout le monde, et c'est comme ça que les choses s'améliorent. Bien souvent, on a des professionnels qui font un travail génial, et surtout au moment de l'adolescence, qui est quand même une période de la vie explosive. Merci Marie, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Samuel Doc. Je rappelle le titre du livre, L'enfant thérapeute, aux éditions Plomb. On laisse la place à C'est votre avenir, et demain, on évoquera les fantasmes avec Arthur Vernon.